Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une ville qui intrigue beaucoup. Alger. On dit souvent que derrière les ambassades là-bas, il y a plus de secrets que de drapeaux. Une analyse récente va même jusqu'à parler d'un véritable échiquier du renseignement. Alors pourquoi Alger? Pourquoi cette réputation? Pourquoi ce rôle de carrefour stratégique, un peu discret mais qui semble préoccupé en Europe? Quelle influence réelle? C'est ce qu'on va explorer justement en s'appuyant sur cette analyse. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, le rôle d'Alger dans le monde du renseignement, sa géographie comme outil de pouvoir, sa défense très marquée de sa souveraineté, sa diplomatie particulière et puis ses paris économiques. Bon, on y va? Oui, et c'est vrai que l'analyse pointe des choses assez troublantes, presque trop parfaites pour être des simples hasards. On va voir par exemple ses carrières de diplomate, surtout européens. Un passage par Alger, et hop, il se retrouve à la tête du renseignement chez eux. C'est curieux, non? Et puis il y a cette idée de la géographie, utilisée comme une arme silencieuse. Ça, c'est une formule forte. Sans oublier la souveraineté, défendue bec et ongle, avec ce message sous-jacent, ici, vous êtes toléré comme invité, pas comme maître. Et enfin, ces projets économiques, vraiment massifs, qui pourraient bien redessiner les cartes de la dépendance. Commençons par Alger, plaque tournante du renseignement. L'analyse donne des exemples frappants. Des ambassadeurs français, par exemple. Poste à Alger et juste après, direction la DGSE, le renseignement extérieur. Ou ce diplomate suisse, pareil, il quitte Alger et prend la tête des services secrets de son pays. L'analyse dit, ce n'est pas le hasard. Ça dessine une sorte de carte secrète du pouvoir. C'est là que ça devient vraiment intéressant, vous ne trouvez pas? Est-ce que ça veut dire qu'Alger serait une sorte de passage obligé, de centre de formation pour futurs chefs espions? C'est une interprétation que l'analyse met en avant, en tout cas. Ce qui est fascinant, c'est cette concentration, oui. Alger semble avoir cette, énergie paradoxale, comme le dit la source. D'un côté, la vitrine diplomatique, très officielle, et de l'autre, en coulisses, un véritable laboratoire pour des opérations plus discrètes. Pour les Européens, d'après ce document, Alger, c'est un terrain d'apprentissage unique. Chaque crise régionale, chaque négo commercial, même une manif locale, tout serait scruté, analysé. Ce n'est plus juste une capitale qu'on observe. Ce serait devenu une clé. Une clé pour comprendre toute la région. Afrique du Nord, Sahel, Méditerranée, et donc pour agir. C'est vu comme un poste crucial, à la fois pour observer et pour agir. Et j'imagine que sa position géographique, ça joue énormément là-dedans. L'analyse utilise des images fortes, balcon sur la Méditerranée, verrou sur le Sahel. Concrètement, ça veut dire quoi? Que l'Algérie est au croisement de flux hypersensibles. Les migrants vers l'Europe, bien sûr. Mais aussi les trafics, armes, drogues. Et puis les groupes terroristes qui circulent entre Mali, Niger, Libye. Chaque info sur ces mouvements, ça devient une donnée précieuse, comme ils disent. Absolument. Et c'est là que l'analyse parle de cette géographie comme arme silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Simplement, par sa position, par le contrôle de son territoire, de ses frontières, l'Algérie a une influence énorme, sans tirer un coup de feu. Une influence sur des sujets vitaux pour d'autres, surtout en Europe. Pour les puissances étrangères, garder un œil sur Alger, c'est essayer de surveiller une porte d'entrée vers l'Europe et un passage obligé vers une partie de l'Afrique. Mais l'Algérie, d'après cette analyse, elle n'est pas passive. Elle jouerait de cette position. Elle observe, elle filtre et elle utilise potentiellement l'info qui vient de ces flux. Les services algériens seraient devenus très forts pour lire ces flux invisibles. C'est pas un pouvoir officiel écrit noir sur blanc, mais c'est un levier d'influence, informel mais très réel. Un levier qui pèserait sur les décisions à Paris, Madrid, Rome, Bruxelles. Et même Washington, d'après la source. Si on regarde la vue d'ensemble, oui, ça suggère que sur beaucoup de dossiers, passer à côté d'Alger, c'est devenu très compliqué. Cette position de force, on la retrouve aussi dans la façon d'aborder la souveraineté. L'analyse dit que c'est presque épidermique, une cicatrice, une mémoire brûlante de l'histoire coloniale. Il y a cet exemple très direct qui est cité, l'expulsion manu militari, dit le texte, de 12 agents français présumés sous couverture diplo. C'est pas juste un incident diplomatique, c'est lu comme un message très clair. L'ingérence, c'est non. Le fameux ici vous êtes toléré en invité, pas en maître. Ça résume bien, non? Tout à fait. Et cette défense de la souveraineté, ce n'est pas juste un coup d'éclat. C'est présenté comme une bataille quotidienne contre l'invisible.
L'analyse parle de tentatives d'ingérence qui seraient régulières, des journalistes approchés, des ONG utilisées comme façade. Et face à ça, la réponse constante des services algériens, ce serait détecter, neutraliser. La vigilance, ce serait pas juste une politique, ce serait une culture, une discipline, vraiment ancrée. L'histoire, selon cette lecture, elle n'a pas juste appris la méfiance à l'Algérie, elle l'a gravée au fer rouge. Ça pose question d'ailleurs sur l'énergie qu'il faut pour maintenir ça, cette constance, face aux pressions. Et cette fermeté sur la souveraineté, logiquement, ça se voit dans la diplomatie algérienne. L'analyse dit ni soumission, ni isolement total. Une sorte de danse délicate. Ils appellent ça la diplomatie du seuil. Ça veut dire quoi au juste, cette diplomatie du seuil? Discuter, oui, mais sans jamais tout donner, garder ses distances? C'est un peu ça, oui. Avancer d'un pas, mais pas deux. Accepter des choses, mais jamais à n'importe quel prix. Toujours garder une marge de manœuvre. Surtout ne pas se laisser enfermer dans des alliances trop rigides ou des dépendances jugées excessives. L'analyse donne des exemples concrets. La France, par exemple. C'est qualifié d'équation impossible. Un mélange constant entre l'histoire, compliquée et douloureuse, et les intérêts stratégiques, économiques, bien réels aujourd'hui. La réponse algérienne? Une forme de résistance, nuancée. On peut expulser des agents d'un côté et signer de gros contrats émergétiques de l'autre. C'est pas forcément contradictoire dans cette logique. C'est une façon de dire on travaille ensemble si ça nous arrange, mais ça n'affecte pas notre vigilance sur la souveraineté. C'est ça, hein? Exactement. Et on voit un autre aspect de ce pragmatisme avec l'Espagne. Il y a eu une grosse période de froid à cause de la position espagnole sur le Sahara occidental. Question très sensible. Et pourtant, l'analyse note une reprise spectaculaire des échanges commerciaux. Le chiffre cité, c'est plus 190% d'exportation espagnole vers l'Algérie en quelques mois. C'est pas vu comme un oubli des désaccords politiques, plutôt comme une réouverture calculée, dictée par les intérêts économiques du moment. L'Algérie semble choisir quand et comment elle ajuste ses relations, toujours selon ses propres priorités. Et puis il y a la Chine. Là, l'analyse suggère une logique différente, plus tournée vers l'avenir, moins marquée par l'histoire coloniale. On parle de partenariats dans des secteurs clés. Voitures électriques, nouvelles techno, industrie lourde. Est-ce que c'est une stratégie pour Alger, ça? Diversifier ses partenaires pour moins dépendre de l'Europe? C'est clairement comme ça que l'analyse le présente. En nouant ses liens avec la Chine, mais aussi avec d'autres pays émergents, Alger chercherait deux choses. D'abord, attirer des investissements et des transferts de technologie. Ensuite, rééquilibrer ses relations internationales. Ça bouscule forcément les habitudes des partenaires européens traditionnels, c'est sûr. Ce qui ressort, c'est cette capacité à naviguer, à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. C'est pas une diplomatie du tout ou rien. C'est vraiment cette approche du seuil. On collabore, oui, mais selon nos règles, et en gardant toujours la possibilité de changer de cap. Une approche qui vient d'une histoire de domination, c'est vrai, mais qui se traduit aujourd'hui par une forme d'intelligence stratégique. Assumée. Au-delà de la diplomatie, du renseignement, l'analyse insiste beaucoup sur les grands projets économiques. C'est présenté comme la véritable bataille pour l'avenir, le moyen concret de réduire les dépendances. L'exemple le plus waouh, c'est peut-être cette méga ferme laitière. Un projet pharaonique avec un partenaire qatari. Les chiffres donnent le tournis. 270 000 vaches, 3,5 milliards de dollars d'investissement. L'objectif, l'autosuffisance en lait. Et même devenir exportateur. L'analyse cite cette phrase « L'autonomie alimentaire est la première armure de la souveraineté ». C'est fort. Oui, c'est un symbole extrêmement puissant. Vouloir transformer des zones potentiellement arides en un centre de production agricole de cette taille, c'est une déclaration d'intention qui va bien au-delà de l'économie. C'est politique. Ça dit « on prend en main notre destin alimentaire ». C'est la base de l'indépendance réelle. Et ce n'est pas un projet isolé, ça s'inscrit dans une vision plus large. Oui, l'industrie aussi est au centre de cette stratégie. L'analyse mentionne les accords avec des constructeurs chinois pour produire des voitures électriques en Algérie. Mais là aussi, il y a des conditions. Alger exigerait une intégration locale forte, au moins 30% des pièces produites sur place. Le message derrière, tel que lu par la source, il est assez direct. Vous voulez notre marché, nos ressources ? Ok, mais investissez dans notre développement industriel. Sinon, la porte reste fermée. C'est une rupture avec le passé, ça, non? C'est présenté comme une rupture, oui. Fini le temps où l'Algérie était juste vue comme un fournisseur de matières premières ou un marché pour les produits finis étrangers. L'exigence d'intégration locale, de transfert de savoir-faire, c'est une façon de dire « on veut monter en gamme ». Construire une base industrielle solide. Et ces initiatives, agriculture ou industrie, elles dessinent une trajectoire claire.
vers plus d'autonomie, économique et stratégique. Une trajectoire qui, d'après l'analyse, ne laisse pas indifférents certains voisins européens. Forcément, chaque pas de l'Algérie vers l'autonomie, ça peut réduire les anciens leviers d'influence extérieure. Dans cette optique, Alger n'a plus besoin de crier fort tout le temps. Comme dit la source, ses projets parlent pour elle. L'objectif est clair, investir massivement aujourd'hui pour ne plus dépendre des autres demain. Si on relie tout ça, on voit bien une stratégie cohérente se dessiner, oui. Tout ça nous amène à l'image finale de l'analyse Harry, l'Algérie comme un miroir tendu au reste du monde. Un miroir qui pose la question « qui contrôle qui » finalement? L'idée, c'est que si certaines capitales, notamment en Europe, pensent encore pouvoir gérer Alger comme un partenaire secondaire, un pion, la réalité serait de plus en plus différente. Ce serait de plus en plus Alger qui dicte le rythme, qui fixe les conditions, qui choisit quand ouvrir ou fermer la porte. Qu'est-ce que ça implique au fond, cette idée ? Ça touche à ce que la source appelle la philosophie politique algérienne, c'est-à-dire un refus net de la passivité, une volonté affirmée d'être scénariste de sa propre histoire, ne plus être juste spectatrice des jeux de pouvoir mondiaux. Et cette posture, elle a des effets multiples, parfois contradictoires. D'un côté, ça peut attirer. Pour certains pays du Sud, en Afrique notamment, Alger peut sembler un modèle d'affirmation souveraine face aux anciennes puissances. D'un autre côté, ça dérange. Ça confronte certains pays européens à une ex-colonie qui refuse la docilité, qui réclame un partenariat d'égal à égal, basé sur ses intérêts. Et puis, cette posture, ça crée aussi des opportunités pour d'autres acteurs. Des puissances comme la Chine, la Russie, qui cherchent des partenaires non alignés, elles trouvent à Alger un interlocuteur potentiellement réceptif, capable de diversifier ses alliances sans retomber dans une nouvelle dépendance. Dans cette lecture, l'Algérie n'est plus un simple pion. Elle est vue de plus en plus comme une pièce maîtresse, capable de bloquer une partie entière si ses intérêts sont menacés, ou au contraire, d'ouvrir une nouvelle stratégie si elle y voit son compte. C'est une dynamique complexe et en pleine évolution. Alors, si on résume ce que nous dit cette analyse, on a une image d'Alger qui s'affirme sur plusieurs fronts. Un centre discret mais incontournable pour le renseignement, une géographie utilisée comme levier, une souveraineté défendue avec acharnement, nourrie par l'histoire, une diplomatie pragmatique qui joue selon ses propres règles, et puis des projets économiques très ambitieux pour viser l'autonomie stratégique. Une autonomie qui pourrait bien redéfinir ses relations avec le monde et surtout avec l'Europe. C'est une bonne synthèse des points clés, oui. Et ça nous laisse avec cette question fondamentale que pose le miroir algérien. Une question qui dépasse la simple diplomatie ou la géopolitique, en fait. Est-ce qu'on est prêt, collectivement, comme observateur, partenaire, voisin, et peut-être même individuellement, dans notre façon de voir le monde? Est-ce qu'on est prêt à vraiment reconnaître et à chercher à comprendre la trajectoire d'un pays qui affirme aussi fort sa volonté de ne plus subir l'histoire, mais d'y participer, de l'écrire lui-même? C'est sans doute une question qui mérite de rester avec nous un peu après la fin de cette discussion.